Elle était assez fascinée par les acteurs, quand ils étaient de vrais acteurs, c'est-à-dire ce mystérieux déclic qui s'opère quelquefois, qui fait qu'un acteur est tout de suite le personnage. En France, il y en a beaucoup, mais enfin, le premier qui vient à ma mémoire, c'est Piccoli, sans respect. Et Berthaud, qui est un grand acteur. Julien Berthaud, oui. Et Delphine Seyrig aussi, c'est beaucoup, mais et Jeanne Moreau, le comble. C'est une grande femme, une grande personne. Après, des étrangers, il y a Fernando Rey. Fernando, vous avez beaucoup travaillé avec lui. Beaucoup, je l'aime beaucoup. 3 ou 4 films, au moins. Au moins. Raval, Paco Raval. Nazarine. Belle de jour, oui. Chez Buñuel, il y a toujours, enfin, les personnages que j'ai joués, c'est jamais les salauds, c'était des gens qui avaient une rigueur morale absolument extraordinaire, non? Une rigueur morale absolument extraordinaire. Je trouve... Avec des pulsions démentes, comme le journal de Femme de chambre. Tout ça doit vous paraître un peu bizarre, non? Mais enfin, à mon âge, bien des petites choses sont permises, non? Tenez, pour vous donner un exemple. Vos bottines sont sales, n'est-ce pas? Eh bien, je ne trouve pas convenable qu'une femme cire ses bottines, non. Je respecte beaucoup les femmes, Marie. Et ces chères petites bottines, c'est moi qui les cirerai. Là, maintenant, levez-vous un peu et marchez. Marchez un peu par là. S'il vous plaît, retroussez un peu vos jupes. Là, allez, marchez, marchez. Allez, allez, marchez. Allez, allez. Que je les vois remuer un peu, ces petites bottines. Vous disiez tout à l'heure qu'il dirigeait du regard, c'est vrai. Car il regardait, il rêvait sur ses regards et il inventait sur ses regards, comme tout grand cinéaste qu'il était, naturellement. Depende de cada actor. Él tenía bastante confianza en los que él tenía confianza. Piccoli, en Gerard Philippe, Fernando Rey, modestamente creo que en mí también. Era un hombre que te explicaba también el personaje, te lo explicaba de tal manera, antes de comenzar, que por ejemplo cuando se ocurría, a mí se me ocurrieron en las 3 películas que hice con él, cosas improvisadas que no se suele hacer en el cine, a menos que no lo sepa el director antes. Y era porque me había metido tan dentro de su vida, de su mundo, que las cosas me salían espontáneas. Et s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, ou qu'il n'est pas content, ou qu'il faut dire quelque chose, il l'a dit. Il dit très peu de choses. Il fait très peu des indications, très peu. Mais s'il dit quelque chose, ça, c'est un exemple. C'est une leçon. Así me pasó también en Belle de Jour, para tener que tuviese el papel más personalidad, porque era un papel muy pequeño. Y yo lo quería hacer y él no quería. Decía que era muy pequeño para mí. Yo le dije, tío, porque yo le llamaba tío, y él a mi sobrino, con usted abro una puerta y digo buenos días. Y entonces él lo hizo murciano, para que yo dijera palabras fuertes en mi idioma, leche, joder, cosas de esas, ¿no? Y dijo, en un cierto momento me dijo, Paco, no digas más palabrotas, que has dicho muchas, ya no digas más. Y entonces yo estaba allí y dice, bueno, tú estás aquí en la mesa esperando, quitas unas migas de pan de la mesa, indiferente. Y le dije, ¿y si mientras que espero canto una copla murciana? Buena idea. Ahora, Paco, échale duende. Eso se dice mucho aquí entre los flamencos, échale duende, por una vieja historia de Lorca. Aujourd'hui aussi, on a failli ne pas venir. Ah oui? On trouve que l'inflation a assez duré. Vous commencez à nous courir, toi et ta petite frappe. Pas de bruit, avec c'est de gonflé. Leche. Hein, monsieur, si vous voulez vous expliquer, allez dehors. Ta gueule, toi. La neige, tu l'as sur toi, on le sait.
On ne vous retient plus. Pour la petite frappe, on se reverra. Si tu veux. Que lo mejor de Cartagena, que yo soy de Santa Lucía, que es lo mejor de Cartagena. Tengo una novia morena que está nacida en Totana. Pierrot, un mono. Ay, que es muy bonita y es morena. Ay. Où vas-tu? Téléphoner. Encore? Quelle plaie, les gonzesses. Ça, on peut le dire. Ce qu'il y avait d'extraordinaire, entre autres choses, chez Don Luis, que nous appelions Don Luis, comme chacun sait, c'est que son regard nous vrillait. La première fois que je lui ai été présenté, enfin quand je lui ai été présenté, il m'a regardé un long temps et je me suis dit, c'est raté, c'est fatalement raté. Et puis au bout d'un moment, je me suis permis de lui dire, pardon monsieur, mais est-ce que je peux avoir votre sentiment? Il m'a dit, alors je vous allez tourner si vous êtes d'accord. Vous faites commissaire de police, et alors vous écrasez un peu les doigts d'un type, et puis vous dites Claude Vell. Et c'est comme ça qu'ont commencé nos relations qui sont dans la vie de l'acteur que j'ai été un des plus beaux souvenirs. Oui, avec lui, on ne parle pas trop du film. Et on ne parle rien de la psychologie du personnage, par exemple. Il a horreur de ça. Mais on parle de le film, d'une certaine façon. Il aime beaucoup rire, et il aime beaucoup les blagues et tout ça, mais dans le fond, c'est les films. Est-ce que vous avez entendu une fois être énervé sur le plateau? Non. Il a poussé un cri. Pour moi, jamais. Non. Non, non. Jamais il a Non. poussé un cri. Quand il n'était pas content, quelquefois, il désignait un peu. Il faut fermer la bouche et c'est fini. C'est comme ça, non? Tout à fait, oui. Je n'ai pas le microphone sans savoir que je suis là. Je n'ai pas le microphone si je ne sais pas qu'il faut me le dire, le microphone est là. C'était l'homme le plus sévère, pour moi, hein, et en même temps le plus courtois vis-à-vis de tout le monde. Mais d'une sévérité. D'une sévérité et en même temps un farceur. Et alors, il contrôlait tout. Tout à l'heure, Jean-Claude a dit avec contrôle, non? Il contrôlait la farce, qui pouvait aller jusqu'à la chose la plus dangereuse ou la plus obscène qui existe, mais tout de suite arrêter. Ne jamais devenir d'un mauvais commerce, comme on disait. Vous comprenez? D'une sévérité. Avec ses fils, d'une sévérité. Provocateur dans son humour, toujours. Toujours, il provoquait. Il disait toujours, il y avait 3 Aragonais sourds fameux. Goya, Buñuel et Beethoven. Alors, il y a des gens qui disaient Beethoven n'était pas aragonais, il était bon, il y avait des grandes discussions sur ça. Alors il faisait toujours des blagues comme ça. Et avec vous? Extrêmement sévère. Extrêmement sévère. Et comme j'avais la chance d'être ami avec lui, mais aussi une sévérité avec une tendresse extraordinaire. Une fois, c'était dans... Quel film? Enfin, je m'étais laissé aller et accepté à faire dans un journal un reportage d'acteurs avec... C'était le journal Lui, avec des dames habillées, je dois dire, mais... Alors j'avais accepté de mettre de très beaux costumes avec des dames, avec des très belles robes, bon. Et le tournage commence, et avant quoi que ce soit, il avait un journal sous le bras, Buñuel. Il ouvre le journal devant tout le monde. Et il dit, regardez ce qu'un acteur est capable de faire. Il plie le journal, il le met sous le bras. Déjà, j'étais honteux. Il était très content.
Il a gardé le journal presque toute la journée, sous le bras. Et de temps en temps, il me faisait... C'était d'une grande sévérité et d'une grande tendresse, vous comprenez. Une blague qui m'a faite plusieurs fois et qui est très, très buñuelienne, c'est quand j'entrais dans la... Parce que comme il était sourd, je frappais à sa porte et je rentrais. La porte était ouverte quand j'allais le voir. C'est de le trouver mort. C'est-à-dire, ça, il était mort. Alors, renversé dans un fauteuil, comme ça. C'était une... Alors, la première fois, naturellement, j'ai été extrêmement... mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Louis? La braguette défaite, la chemise hors du pantalon, des quelques objets renversés, une vraie mise en scène. Et une fois même, il m'a fait ça alors que j'allais le voir avec une jeune comédienne que je devais lui présenter. La pauvre fille a été absolument épouvantée. Alors, quand il a vu que je n'étais pas seul, il s'est relevé confus en remettant sa chemise, pardon. C'était une innocente petite plaisanterie. Et il y avait des plaisanteries qui quelquefois le blessaient, parce qu'il était pas susceptible, mais il était ni fragile du tout, mais toujours une espèce de fébrilité il pouvait aller très loin dans les plaisanteries, mais s'il voyait que ça pouvait faire beaucoup de mal, ou si je me rappelle une plaisanterie que je lui ai faite. Chez moi, il était venu déjeuner, et j'ai mis du vin dans une boutique de plastique. C'était prêt sur l'eau. Mais du bon vin. Il paraît qu'il était fou. Il en a beaucoup parlé. Mais il va y avoir du vin avec du plastique, c'est dégoûtant. Non, mais il était furieux parce qu'il avait marché. Il avait marché. Il avait cru vraiment que tu lui servais un vin dans une bouteille en plastique. Mais... Él me ha contado que antes de la guerra venía con mucha frecuencia, se reunían en esa mesa de esa esquina con Federico García Lorca, Dalí, etc. Y desde aquí han hecho muchas bromas surréalistas. Ah, une farce terrible qu'il a faite, tiens. On a été invités pendant la mort en ce jardin chez Luis Alcoriza, un scénariste qui travaille. Et puis on est chez lui à dîner. Et il nous dit avant, ah, vous allez donner chez Luis Alcoriza. On mange chez lui, c'est dégoûtant. Alors avec Simone Signoret, avant d'arriver, on va chez un épicier, on prend des boîtes, des machins. On arrive. Bon, on commence à se mettre à table, et puis après, je fais à Simone. Allez. Alors, on commence à sortir un truc, à ouvrir. Il dit, ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas bon. Nous, on a des très bonnes sardines. Et on commence à se... Et lui, Buñuel, rien. Et Luis Alcoriza, qui nous a invités, Mexicain, et en plus notre hôte, il a failli nous sortir le revolver, hein, vraiment. Et je crois qu'il nous en veut encore. Oui. Et Buñuel était impeccable derrière, il ne disait rien. Bueno, Toledo es una referencia completamente esencial en toda la vida de Buñuel. Esencial digo porque hay muchos escritos de cuando él era muy joven, 20 años, 19, y vivía en la residencia de estudiantes en Madrid con Dalí, Lorca, Alberti, sobre todo Dalí y Lorca. Alberti visitaba la residencia, etc. Y venían muchos sábados a Toledo a viajar, a beber e incluso a emborracharse a la Posada de la Sangre, donde Buñuel se disfrazaba de fantasma por los muros y por los aledaños de los conventos, etcétera, etcétera. Vous aimez Tolède? Quoi? Vous aimez Tolède? Pas beaucoup. C'est une ville assez sale, des ruelles malodorantes. Les Américains, moi, nous aimons les sauces propres. Je vous le montrerai ce soir. Le soir est très bien, Toledo, très merveilleux. Vous disiez que vous n'aimiez pas. Ah, ce matin, pas, mais maintenant, je commence à l'aimer sérieusement. C'est très bien. Pourquoi? Et pourquoi? Je sais pas, je change comme ça. Le matin, j'aime, l'après-midi, je n'aime pas, le soir, j'aime à nouveau. Je suis comme ça. Il y a une fois, on était à Tolède, qu'il avait créé l'ordre de Tolède,
avec les amis, avec Dali et Garcia Lorca. Et alors, ils allaient là se saouler la gueule. Et après, ils se baladaient dans la nuit avec la poésie, en buvant, en riant et tout. Et à un moment, on est arrivé à un genre de barricade, non pas une barricade, comme un balcon, mais qui donnait au vide. Et il a eu tes yeux étaient tout pleins de... Et il dit, c'est là où on venait vomir ici, après qu'on avait bu de trop. Alors, il était très touché par ce lieu. Sí, mucho. Con García Lorca, él me contaba que con García Lorca y con Dalí, cuando la residencia de estudiantes en Madrid, pues una de las veces se vestieron de cura y de guardia civil y le tocaban el culo a las chicas en el tranvía para provocar. Pero casi siempre García Lorca parece ser que fallaba en el último momento porque le daba vergüenza. Una vez en Toledo, que ahí iban a Toledo muy corrientemente todos los fines de semana, se emborracharon con anís y quedaron con Lorca en afeitarse la cabeza y ir por la mañana al confesionario de una cierta orden, no sé si los franciscanos o algo así, para decir que querían entrar al convento. Pero Lorca no se cortó el pelo, pero lo tenía rizado, no sé qué. Y Buñuel se lo rapó como rapado. Y Lorca no se atrevió a ir, y él fue, pero con una peste de anís terrible. Llegó al confesionario y dijo, padre, Ave María Purísima. Y el cura creo que se echó para atrás, ¿no? Diciendo, ya se mosqueó un poco el cura, ¿no? Dijo, padre, vengo porque me he convertido, yo era un ateo terrible, un hombre que he pecado mucho y quiero entrar, siento la llamada de la religión y de Dios. Y el cura, después de oírlo, le dijo, bueno, hijo, vuelve a tu pensión, descansa, piénsatelo bien, y ven cuando estés sereno, le dijo. Il avait le génie dans la mystification, qui est une activité surréaliste par excellence, de renverser l'ordre établi. Par exemple, un jour, on travaille en Espagne, dans un endroit très retiré, comme toujours, sur un scénario, et le Charme discret de la bourgeoisie était fait et était nominé pour les Oscars à Hollywood. Oui. Alors, on reçoit un jour 4 journalistes mexicains qui avaient réussi à nous débusquer. On ne peut pas faire autrement que de les inviter à déjeuner, je déjeune avec eux, les questions commencent. Et une des questions du journaliste mexicain est, Luis, est-ce que vous pensez que vous allez avoir l'Oscar? Il dit, comment? Mais écoutez, j'ai déjà donné $50 000. Non. Très, très sérieux. Oui, non, attendez. C'est moi qui a payé. J'ai déjà donné $50 000 et les Américains ont des défauts, mais ce sont des hommes de parole. Je dois donner 50 000 francs après, en tout cas, et donc, et 4 jours après, dans la presse mexicaine, en gros titre, Buñuel, j'ai payé $50 000 et j'aurai l'Oscar. Scandale épouvantable, Telex de Hollywood, Télégramme, vous qui intervenez, c'est Silberman qui intervient, qui est le producteur. Affolement, mais qu'est-ce que vous avez fait? Louise disant, mais c'est une innocente plaisanterie, c'était pas du tout innocent, parce que ça pervertissait complètement le système américain. Alors, par la suite, il a eu l'Oscar, le film a eu l'Oscar du meilleur film étranger, et recevant d'autres journalistes, Buñuel leur a dit, vous voyez, les Américains ont des défauts, mais ce sont des gens de parole. Il était comme ça, mais comme le disait M. Silberman, quand c'était sérieux, c'était sérieux. Cette rigueur de la pensée, cette rigueur de l'imaginaire qu'il avait, ce rêve constant et la précision dans son imagination, c'était fabuleux. Je vous passe la parole. N'étant jamais été devant la caméra, mais derrière et au final, je ne peux pas parler de la même façon de Louis Buñuel. Pour moi, c'était un être qui m'a... le montage, pour lui, il le faisait en tournant. C'est ça. Oui. Il le faisait en tournant. Alors j'étais là pour le seconder, pour lui apporter, comment dire, l'ordre qu'il désirait, une petite chose de temps en temps, supplémentaire. Et c'était un plaisir parce que dans le travail, il vivait. Il venait, on buvait un petit apéritif. Oui, il aimait bien le vin, Dry Martini. Oui. Et on avait une collaboration où j'ai l'impression que c'est lui qui a apporté les 3/4 des choses.
Moi, je lui apportais une petite partie, mais par contre, il m'a appris alors, dans la vie de monteuse, des choses extraordinaires. Et en plus, c'était un homme tellement merveilleusement humain. Je sais que je n'avais jamais un problème avec lui. Nous avons même signé, je pense que Jean-Claude est présent, un contrat sur une serviette de restaurant. À Mexico. À Mexico. Chaque fois qu'un film était terminé, la première copie était montée, lui donnait les instructions pour les effets sonores et nous partions à Evian. Non, Evian, à Lausanne. Ben, un jour, en apprenant avec Louise au bord du lac Léman, je dis, Louise, je ne comprends pas. Toi, tu es élevé à l'Aragon par les jésuites. Moi, élevé au bord de la Pologne de la Russie qui n'existait pas à l'époque, par les laïcs. On se regarde, on se comprend. Il dit, c'est Lazare. On va tourner maintenant un film basé sur Lazare. Comme ça est né Fantôme de la Liberté. Au mur! Pour le premier ange doit terre, à terre! Plateau, Anjou! Via la caena! Muera los gabachos! Muera! Feu! Pour le premier ange, nous à terre. À terre. Plateau, Anjou. Feu! Avait promis de t'égorger tout Paris. Madame Béto avait promis de t'égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son. J'ai faim. Je désire un républicain qui fait mourir sans calotin. Je désire un républicain qui fait mourir sans calotin. Le Christ à la voirie, la Vierge à l'écurie. Et le Saint-Père au diable, vive le son, vive le son. Et le Saint-Père au diable, vive le son du canon. Bien. Ah, ils avaient le sens commun, tous les peuples en feraient qu'un. Ils avaient le sens commun, tous les peuples en feraient qu'un. Loin de s'en égorger, ils viendraient de manger. En plus, il est, ça c'est très connu, il est totalement a-religieux, je ne dis pas anti-religieux, mais il se passe complètement de Dieu, de toute vie religieuse, mais il est en même temps totalement imprégné de catholicisme, du catholicisme de son enfance, des jésuites, et il a toujours évolué à l'intérieur du monde, non seulement chrétien, mais catholique, et même catholique romain, catholique espagnol. Là aussi, il y a une sorte de paradoxe, on pourrait dire, de contradiction interne. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il me semble que Louise vivait très à l'aise dans ces contradictions. Elle ne le gênait en aucune manière. C'est la première fois que nous travaillons sur un sujet original ensemble. Et c'est une envie, c'est un désir qu'il avait de faire un film sur les hérésies depuis une quinzaine d'années, je crois. En tout cas, depuis que je le connais, il m'en a parlé et il m'a toujours dit qu'il avait eu cette idée il y a très longtemps, sans savoir quelle forme lui donner et sans savoir même s'il pourrait la tourner un jour. Ce n'est pas du tout un film blasphématoire, scandaleux. Il ne veut pas l'être, à aucun prix. Ce n'est pas du tout un film polémique. En cuanto a la religión, él respetaba todas las religiones con sumo cuidado, hasta tal punto que él y yo, los dos hemos estudiado los jesuitas y no muy practicantes o no practicantes en la Iglesia Católica, visitábamos los dos centros que tenían en Madrid, íbamos a comer muchos domingos con los filósofos jesuitas, allí charlábamos sobre todo, y sobre todo él, de problemas filosóficos y roces entre la religión y el pueblo, etcétera, etcétera. Y esto naturalmente donde lo llevó de una manera extrema y seria, fue a su película La Vía Láctea.
Generare volo, generare volo, cantare volo, saltate conti, cantare volo, saltate conti. Fratres mei carissimi, letus nuptius de urbe per proconsulem volventium ad nos pervenit. Gratianus imperator, Priscillianum episcopum sedi abulensi restituit. Igitur par nostra vincit. Non ego aereticus sum. Sed iste, qui in cathedra Petris sedit, Damasus, iste, qui pape titulum assumpti. Nostra doctrina ergo vera est, et eam situ aperto in universo mundo praedicabimus. Gratias agamus Deo. Et au mois d'août, j'ai reçu un télégramme de Luis Buñuel qui voudrait faire un film. Et il voudrait particulièrement le faire avec moi. Il avait une idée, est venu chez moi à la maison. Il m'a dit que je lui donne 2 mois de temps et qu'il va l'écrire avec Jean-Claude Carrière ensemble. Et après avoir jeté les premiers 60 pages sur les papiers que je juge, je me rappelle, j'ai reçu après un télégramme de Madrid. Ils sont partis travailler à Madrid, en Espagne. Je suis arrivé, ils m'ont donné le scénario le matin. On a pris rendez-vous pour le déjeuner dans un restaurant. Je suis arrivé, je leur ai dit que c'est formidable, c'est merveilleux. Ils ont fait une blague, bien entendu. Ils ont emporté une chemise sous forme d'une camisole de force pour me disant que je suis un fou. Voilà, c'est l'histoire de ce film. Il était, en matière de cinéma proprement dit, il était un surréaliste. C'est-à-dire qu'il était de formation et de goût. Alors, il était un scénariste instinctif, favorisant l'imagination. Il trouvait des choses pratiquement sans réfléchir et même en s'efforçant de supprimer toute rationalité. Mais en même temps, comme François Truffaut l'a très bien dit une fois, il aboutissait toujours de cette manière à des scénarios parfaitement construits, hein, du début à la fin. Alors là aussi, et moi je l'ai pratiqué pendant 19 ans, face à face, je peux dire qu'il y a là un mystère dans la création même, dans le travail qui est irréductible, qu'on ne peut absolument pas réduire à un raisonnement. Je voudrais devenir analphabet. Je fuis la culture un peu. Peut-être par excès de lecture. Je n'ai jamais été excessif dans mes lectures, mais enfin, je suis plus ou moins universitaire, j'ai lu, j'étais dans des milieux intellectuels. Mais maintenant, je suis de retour un peu et je déteste un peu la culture. Elle est livresque. Il y a trop de livres, on parle trop, on a trop d'opinions. Je suis un peu asphyxié. Et mon idée, pas mon idée, mon envie théorique, c'est le retour à l'enfance où on n'a pas de lecture, non? C'était en effet un poète surréaliste et en même temps, son surréalisme n'est pas un surréalisme apprêté. C'est-à-dire qu'il ne prépare pas que la réalité pour en fabriquer une œuvre d'art surréaliste. Et c'est assez curieux parce que Buñuel, il n'avait pas dans sa vie privée, quand on allait boire un verre, discuter avec lui, c'est vrai qu'il avait sa propre opinion sur la société contemporaine, mais il n'en faisait pas une théorie où il ne montrait même pas cette violence qui est dans ses films. Cuando, por ejemplo, hice Nazarín, mi primera película con él, que fue una simpatía mutua, nada más conocernos, y comenzamos la película en exteriores en un pueblo que se llama Cuautla, muy cerca de Cuernavaca. Yo vivía en una habitación de abajo y él en la habitación de arriba.
Y muy temprano, una vez miré el reloj por ver, eran como las 5 de la mañana, y aunque en el cine se suele trabajar temprano, no tanto, ¿no? Y oía, ¿con quién hablará Buñuel? ¿Con quién hablará? Y le pregunté al día siguiente, tío, ¿con quién habla usted tan temprano? Conmigo mismo. Ya sabes que como estoy tan sordo, según me levanto por la mañana y me pregunto, buenos días, Luis, ¿qué tal estás? Si estoy mal, digo, mal. Si estoy bien, digo, bien. Muy bien, estupendo. Hoy no te oigo nada. Hoy estoy muy sordo. Hoy tienes que decir, el perro está debajo de la mesa. Dices, la porra está debajo de la moza. Y digo, corten, bueno. Bon, une des vertus le plus intéressante de Buñuel, c'était sa ponctualité. Il était extrêmement ponctuel. Et je me souviens qu'on a été au Mexique, on a célébré son 59 anniversaire le 20 février, et on nous a invités chez lui, parce qu'il avait préparé une paella pour tous nous tous, c'est-à-dire Fernando, Paco, Ricardo et moi-même. 2 heures pile, chez lui, Cerrada de Félix Cuevas, c'était l'adresse. Bon, très bien, on avait acheté, Ricardo, moi, un petit cadeau comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, c'est que, de bonne heure du matin, David Alfaro Siqueiros, le grand muraliste, il m'appelle, me dit, mais il faut que vous montre tous mes choses. Bon, on a dit, on ne peut pas dire non, on peut pas refuser. Mais c'était angoissant parce que on a parcouru toute la Mexico City en voyant le mural formidable de Siqueiros, en regardant l'horloge, on est arrivé en retard, on était sidérés. Effectivement, on est arrivé, disons, 2h20, 2h... Et voilà, Buñuel était tellement enragé qu'il a dit, bon, c'est pour que vous venez de l'Espagne maintenant, mais sinon, la paella, je la fous par terre, tout ça. Petit cadeau, rien, je ne veux rien savoir. Comme... J'étais grondé tellement par Buñuel, même, je me rappelle pas que mon père m'eût grondé d'une manière aussi terrible, pour jamais. Je crois que la modernité de Buñuel, elle est jamais voulue. Il était comme ça dans la vie, il savait regarder le monde, il savait en rapporter les images, et je n'ai pas l'impression qu'il a voulu être moderne. En dépit du fait que, quand même, ses contacts avec les surréalistes l'avaient mis en contact avec ce que les surréalistes appelaient le hasard objectif, c'est-à-dire qu'il savait voir les choses. Oui, alors le côté anarchiste, là je crois aussi... c'est vrai que c'est un vrai anarchiste et en même temps qui joue un peu le fils de notaire. Enfin, c'est le comble même de l'anarchie de ne pas se montrer comme tel. Sí, yo es que hace mucho tiempo que no creo en esas separaciones, ¿no? Lo que pasa es que antes, en mi época, en los años 60, se hablaba del realismo, y cuando se hablaba de realismo se hablaba de un realismo socialista, que era muy extraño, ¿no? que era el proletario, el trabajador, ¿verdad? Había que hacer cine del trabajador que llegaba a su casa, los conflictos con la empresa, ¿verdad? O con el Franco, con el ejército, con la policía, estaba muy bien eso, ¿no? Yo siempre he entendido que la realidad es una cosa muy amplia, ¿no? Enormemente amplia, y que ni siquiera sabemos lo que es. O sea, lo llamamos así por llamarlo, pero ¿cuál es nuestra realidad? Entonces yo creo que el surrealismo forma parte de esa realidad, como los sueños, las imaginaciones, no sé, las historias que uno se cuenta o que lee, no sé, la realidad tiene una gran amplitud. Et ça ne sera pas ici, ça sera en forêt de Marly. Lundi, j'ai besoin de Monsieur Carrière, Mademoiselle Catry. Mademoiselle Catry, Mademoiselle Constantini, premier et deuxième gamme. Alors vous, lundi, ça sera en tout cas le départ à la... Yo creo que en lo que estaba yo siempre muy de acuerdo, y sigo estando con Luis de acuerdo, y con muchos surrealistas y no surrealistas, ¿verdad? Es que a veces en los sueños o las imaginaciones interfieren en la vida y pueden tener tanta fuerza o más que la propia vida. O sea, por lo tanto, es una realidad añadida
a esa realidad, entre comillas, cotidiana, ¿verdad? De estar aquí tú y yo ahora conversando, ¿no? Pero no, yo creo que el realismo es una cosa mucho más amplia, ¿verdad? Ça veut dire quand on tourne, on ne se donne pas compte de ce qu'on fait exactement. L'ensemble du film est lui-même. C'est lui-même, c'est Buñuel seul qui, dans ce moment, connaît exactement ce qui va passer avec le film. Hombre, superado es un término equívoco con Luis, ¿no? Lo que es imposible que haya otro Asdor, ¿no? Que es diferente a superado o no superado, ¿no? No sé si es superado o no. Es imposible porque, no sé, marca un comienzo de un tipo de cine, de un tipo de cine imaginativo, ¿verdad? Donde el argumento no tiene demasiada importancia, donde las imágenes tienen un valor per se, nada más, ¿verdad? Donde las imágenes son, algunas todavía hoy, provocativas, otras menos. Je crois que Luis avait un sens très très précis de la limite à ne pas franchir. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas aller dans ce qu'on appelle le fantastique, l'impossible, l'invraisemblable. Tous ces films sont comme vraiment un chemin sur une crête très très étroite, avec un balancier invisible, et guetté par 1000 dangers de chaque côté. Alors d'un côté, il ne voulait pas faire un film ordinaire, évidemment, mais de l'autre côté, il ne voulait pas faire non plus n'importe quoi. Y bueno, no sé, hay una anécdota que te puedo contar yo, y es que a mí Chaplin, en su casa y de bebé, hablando conmigo, y yo le preguntaba cosas sobre Buñuel, y él me decía que dos anécdotas que no sé si son interesantes. Una de ellas era que él proyectaba a menudo en su casa, tenía un proyector en su casa, y proyectaba a menudo el Asdor, porque le fascinaba mucho, ¿no? Y el perro andaluz, y sobre todo el perro andaluz. Y que había un proyeccionista que era japonés, y que cada vez que salía el ojo este que le cortaba la navaja se desmayaba, se oía un ruido y se desmayaba. Eso contaba él. Yo sueño con mi padre, con mi hermano Damián, que murió hace unos 5 o 6 años, y con Buñuel todas las noches, y algunas veces con otros amigos también. Pero con Buñuel sueño diariamente y con mi padre. Y sueño y lo tenemos ahí abandonado y subo a buscarle. Y le digo, papá, baja a Madrid con nosotros. Y él dice, no, estoy aquí solo, mejor. Y vive todavía, pero está enfermo. Con Buñuel sueño que trabajo con él, y que me olvido del diálogo, cosas así, ¿no? Pero son 3 personas que repito, yo diría que casi diariamente. Luis, si vous aviez un conseil à donner à un jeune cinéaste aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Du point de vue technique, je ne peux pas donner de conseils. Chacun a sa technique spéciale. Je lui donnerais plutôt un conseil de type moral, soi-disant. C'est-à-dire de ne jamais faire un film peut-être bon, médiocre ou mauvais, mais il ne doit jamais être fait contre la conscience et les pensées et l'idéologie de l'auteur. Donc je lui conseillerais, même s'il crève de faim, de ne rien faire qui puisse aller contre sa conscience ou ses idées. C'est tout. Mais j'ai dit ça, peut-être je ne devrais pas le dire parce que, comme Michel a dit, quand il est mort, j'étais avec lui les dernières 2 semaines. Je suis rentré à Paris, je me suis caché chez un ami près du Zès pour ne voir personne, pour ne pas parler. Ça me gêne un peu parler maintenant parce que c'est une caméra qui filme et en prend le son. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Michel et Jean-Claude ont dit. Jean-Claude a dit peut-être plus facile, un peu plus que moi, parce qu'il parlera toujours de Buñuel. Il a peut-être raison. Pour moi, c'est plus difficile. Les habitants de Calanda, le vendredi de la Semaine Sainte, vont jouer du tambour durant 24 heures.